Cette semaine, on reçoit Étienne Aubé. Étienne a fait partie des Forces armées canadiennes pendant 15 ans. Il était au 5e RGC. Aujourd'hui, il nous reçoit dans son havre de paix, le club de golf Le Grand Port-Neuf. Laissons-lui nous raconter son histoire. Bonjour Étienne. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Étienne, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler dans les Forces armées canadiennes? Bien, pour être honnête, moi, c'est un peu un coup de tête. Je viens de Drummondville. Puis, j'avais fini mes études secondaires. Puis là-bas, ben, j'ai travaillé par la suite. Comme je ne savais pas dans quoi je voulais aller exactement à l'école, j'ai travaillé dans les usines parce qu'il y a beaucoup d'usines là-bas, il y a beaucoup de travail. Donc, j'avais quand même pas de difficulté à me trouver de l'emploi. Par contre, je n'aimais pas vraiment ça. Puis un soir, un ami qui était dans les forces m'a parlé de son expérience, puis ça m'a intéressé. Puis le lendemain, je suis allé au bureau de recrutement, au centre de recrutement, pour porter ma candidature, puis ça a commencé comme ça. C'était quoi vos attentes, votre plan de carrière au sein des forces? Au début, j'avais pas vraiment d'idée dans quoi je m'embarquais. J'avais pas de connaissances au niveau des forces. Rapidement, j'ai compris par contre que tout ce qui avait rapport avec la cohésion, l'esprit d'équipe, j'ai vraiment adoré ça. Les cours sont en suivi, mes cours de carrière. Par la suite, j'ai été muté au 5e régiment de génie de combat, Valcartier, comme ingénieur de combat. Puis à partir de là, bien, les plans de carrière, c'est sûr que j'étais jeune, je voulais être déployé. Donc, j'étais tout le temps volontaire pour être déployé. Puis, j'ai fait aussi beaucoup de cours, là. Bien, parlons-en justement de votre premier déploiement. Ouais. C'est en quelle année? Vous êtes allé à quel endroit? C'était en avril 2004. Mon départ, c'était à Kaboul, dans le fond, en Afghanistan. Donc, c'était... Et comment on se prépare? Bien, moi, dans mon cas, j'étais sur la réserve opérationnelle. J'ai été chanceux. J'ai été pris comme à dernière minute pour partir. Donc, j'ai pas fait l'entraînement, le groupement tactique avant de partir, qui dure plusieurs mois. J'ai été chanceux, mais en même temps, je ne m'étais pas vraiment entraîné pour là-bas. J'avais les qualifications, j'avais les connaissances, mais j'ai appris sur le tas aussi comment fonctionner avec l'équipe là-bas, avec la nouvelle gang que j'étais. Donc, ouais, c'est ça. La préparation s'est faite plutôt rapidement pour moi cette fois-là. Et au plan familial, comment notre conjointe, les enfants, comment ils vivent d'abord et comment est-ce qu'ils l'acceptent tout de suite? Ouais. À ce moment-là, moi, je n'ai pas d'enfants encore, ils sont arrivés plus tard. Ma conjointe, c'était une relation quand même assez nouvelle avec, fait que on savait pas, je savais pas vraiment comment que ça allait être, un déploiement de 6 mois. J'avais déjà entendu des histoires des gars soit qui se faisaient laisser ou c'était trop difficile dans le fond pour le contexte de couple. Par contre, je suis revenu, puis tout était là encore, fait que c'est une bonne nouvelle. Et lorsqu'on arrive sur place, lorsqu'on atterrit, Ouais. est-ce que c'est la réalité est la même que celle dont vous vous étiez préparé avant le départ? Non, c'est spécial. Moi, j'ai eu un choc culturel, honnêtement, en arrivant là-bas. Je ne m'attendais pas à... Parce que c'est un pays, évidemment, qui est qui est 100% musulman, ou pratiquement. Donc, l'appel aux prières, tout ça, la manière de vivre aussi. On part de l'Occident vers où est-ce qu'on a une certaine qualité de vie en Amérique du Nord, où est-ce qu'on connaît nos standards de vie aussi. Puis là-bas, c'est choquant un peu à voir, même. Et le retour de cette première mission, est-ce qu'on est changé? Comment vous l'avez vécu d'abord avec votre conjointe? C'est sûr qu'on était très contents de se revoir. Par contre, oui, j'étais déjà changé à ce point-là. Même si ça n'a pas été une mission qui a été soit dangereuse pour moi, je ne me suis jamais senti en danger là-bas. J'ai jamais eu peur à ma vie. J'ai pas vu d'écœur entrer. Mais par contre, tu reviens au Québec, puis tu te rends compte que le monde se plaigne beaucoup. Ça, c'est mon principal irritant en revenant. Puis pour le côté du couple en soi, bien, ça a été un beau renouveau aussi pour le couple après 6-7 mois là, de mission. Et quelques années ont passé. Ouais. Et vous avez été appelé à retourner Ouais. en mission en Afghanistan. Ouais. En 2009. Parlez-nous de ce fameux 16 juillet, mais avant, dites-nous comment vous vous êtes préparé à cette deuxième mission? En 2009, on était rendu avec 2 enfants aussi. Ma fille avait 4 ans, mon gars avait 2 ans. La préparation, là, j'ai fait beaucoup de cours aussi de carrière. Donc moi, j'avais fait mon cours de sergent. Je partais en tant que commandant de section en Afghanistan. Donc j'avais 8-9 gars avec moi. Puis moi, j'étais leur commandant de section. Donc la préparation, on a fait beaucoup d'exercices. Là. On parle de Texas, on parle de Wainwright, des gros exercices où est-ce qu'on mettait des scénarios plus adaptés à la réalité. Ouais. Comment on allait justement
interagir avec tous les éléments du groupement tactique aussi. Donc, ça a été une préparation très adéquate, je trouve. Parce que vous saviez déjà que c'était une mission qui allait être plutôt difficile. Bien là, on parlait de mission offensive à ce moment-là, donc oui, puis les gars, y avaient été en 2007 aussi. On avait beaucoup de comeback de tout ça, des gars passés là. Donc, on savait que, ça se pouvait que ça brasse, ouais. Et lorsque vous êtes débarqué en Afghanistan en 2009, Ouais. est-ce que la réalité était un peu comme celle que vous aviez en tête avant le départ? Non, parce que moi, je m'attendais à ce qu'on ait quasiment un comité d'accueil de la part des insurgés, quoi que ce soit. Puis, parce qu'on est arrivé en avril là-bas. Puis, on appelle ça le fighting season. C'est l'été, eux autres, à partir de fin mai, juin, là, ça commence. Puis, donc, c'est ça, les 2 premiers mois, c'était tellement tranquille qu'on en faisait des farces. On dit, écoute, c'est des légendes urbaines, ces talibans-là, ça n'existe pas. Sauf que du jour au lendemain, ça a commencé. Justement, le fighting season a commencé. Puis là, toutes les fois qu'on sortait, soit en patrouille ou en convoi, il y avait un incident. Soit qu'il y avait une explosion, soit qu'on tombait sous contact. On était constamment surveillés aussi, on les entendait sur les airs, parce qu'on avait un interprète avec nous qui scannait les airs. Fait qu'il entendait souvent des conversations d'insurgés qui nous regardaient. Fait qu'on savait qu'ils étaient présents. Et le 16 juillet 2009? Oui. Bien, le 16 juillet, dans le fond, c'est une opération qui visait un village. Le village s'appelait Nakone. C'est à proximité de Kandahar City. En gros, les élections s'en venaient en août à Kandahar City. Puis il y avait des villages qui suspectaient comme présumés insurgés. Puis ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu d'action de nos membres là-dedans. Donc on allait voir, dans le fond, on allait faire le ménage un petit peu pour pas qu'il y ait d'attentats durant les élections. Donc on est arrivé, nous, le 16 juillet, ça faisait 2 jours qu'on était à CAF. Vous savez c'est quoi CAF? C'est l'aéroport, dans le fond, de Kandahar. C'était un gros camp multinational où est-ce que tous les contingents allaient. On était là pour recevoir nos ordres. Pendant 40 heures, les hélicoptères n'ont pas pu partir pour aller nous porter au site, dû à la température. Là, on travaillait conjointement avec l'armée afghane aussi. Donc, qu'est-ce qu'on pense qu'il y a eu aussi? C'est de l'exfil qu'on appelle. C'est que sûrement quelqu'un de l'armée a contacté quelqu'un de l'extérieur pour dire qu'on s'en venait dans ce village-là. Donc, il nous attendait aussi. Fait que finalement, après 40 heures, on part héliporté. C'était une mission héliportée, donc pas de véhicule. On partait avec notre gear, puis on partait pour 48 heures. Peut-être plus, même, je ne me rappelle plus. Puis le 15 juillet au matin, on est atterri dans le village de Nakone, dans des champs, à première lueur. Puis on a commencé notre progression. Donc on avait des couloirs de séparés au travers du village, puis on clairait ça, nous, avec l'infanterie démontée. On a trouvé des caches d'armes, on a trouvé des composantes explosives. Il y avait beaucoup d'éléments, dans le fond, qui confirmaient, oui, que c'était peut-être une place où il y avait des insurgés. Le soir du 15 juillet, il y avait une chaîne de montagne à côté de nous. On a vu une explosion dans la chaîne de montagne. Puis on a su par les airs, par la suite, qu'on avait un VSA qu'on appelait. Donc on avait un décès canadien. C'était Sébastien Courcy, qui était de la Requie, qui est décédé cette journée-là. Il a marché. On vit ça quand on est... Ouais, là, on est dans le feu d'action pas mal. Puis ça, on l'a su le soir quand on était dans notre... on avait pris un grey pot qu'ils appellent là-bas, c'est où est-ce qu'ils font sécher le raisin. C'est plein de petites meurtrières, c'est comme une petite bâtisse en terre battue, plein de petites meurtrières. Puis on a pris ce grey pot-là pour se reposer, le peloton qu'on était. Puis là, on l'a su, Césaire, que c'est un Canadien. Fait que le moral, oui, en prend une shot. On ne sait pas c'est qui encore parce qu'il n'est pas nommé sur les airs, pour pas que la famille l'apprenne d'une quelconque manière. Fait que là, oui, on se rend compte que okay, c'est vrai. Là, oui, on est là. Donc, c'est ça. Le 15, on se couche. On ne dort pas vraiment de la nuit, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup d'activités. On se fait regarder, on se fait observer d'une certaine position où est-ce qu'on a fallu qu'on engage aussi dans la journée parce qu'on s'était fait tirer de là. Puis avant de se coucher, quand on sait qu'il y a un de nos collègues qui est décédé, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à notre femme, nos enfants? Ouais. Qu'est-ce qu'on a où on est vraiment focusé sur ce qu'on a à faire? Oui, je suis obligé de te dire que j'étais focusé, mais à ce moment-là, je pense que je m'étais aussi détaché émotionnellement de bien des choses. Je me permettais plus certaines émotions, on dirait, comme la peur. J'avais plus peur. Je m'ennuyais plus de mes proches. J'étais rendu comme un animal, un peu, on dirait.
c'est spécial après coup, là, quand je pense à ça, mais il n'y avait rien qui me troublait, ou presque pas. Est-ce que c'était un peu pour survivre? Moi, je pense que c'était un mécanisme de défense, pas que j'avais élaboré par moi-même, là. Je dis pas que c'était parfait, mais pour qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fait, ça l'a aidé. Donc c'est ça. Fait que le 16 au matin, la première lueur, notre objectif, c'était un compound. Un compound, c'est une genre d'enceinte où est-ce qu'il va y avoir quelques maisons à l'intérieur, tout le temps en terre battue, des maisons de terre battue, des murs de terre battue. C'est notre premier objectif. C'était la position où est-ce qu'on se faisait observer la nuit puis qu'on avait tiré la veille. Donc on rentre là-dedans. Rapidement, on a découvert un ID, une bombe improvisée, un engin improvisé explosif, dans le fond, qui était à peut-être une 50aine de mètres de notre autre objectif. Donc celui-là, on s'est tassé, on a fait un périmètre autour de lui. Puis, dans l'enceinte, rapidement, tout le monde était avec moi. Ma section était avec moi, l'ANA était avec moi là-dedans. Premièrement, il y a un feu qui brûlait. Il n'y avait plus personne dedans. Mais le feu brûlait encore. On a trouvé des culottes pleines de sang, des culottes de talibans, dans le fond, pleines de sang. On a trouvé plusieurs dispositifs pour les bombes improvisées. On a trouvé beaucoup d'explosifs aussi. Donc, rapidement, je me suis rendu compte que, sur le coup, moi, je pensais avoir trouvé quasiment une fabrique d'IED, d'engins improvisés explosifs. Donc, j'ai demandé au gars de sortir à partir de là. Moi, à ce moment-là, je suis commandant de section. J'ai dit au gars qui est sorti dehors, je vais continuer tout seul. Je trouve qu'on est exposé pour rien ici. Puis là, ENA, puis tout, aller dehors. Puis je vais continuer ma fouille. Pourquoi vous? Pourquoi pas, moi? Parce que je trouvais que c'était pas safe. Je le sentais pas, pour vrai. Puis ça, c'est la décision que j'ai prise cette journée-là. Puis je vais vivre avec tout le reste de ma vie. Mais j'étais encore fier ce jour de cette décision-là. Dans le fond, vous vouliez protéger vos hommes. Oui. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai continué la search, qu'on appelle, parce qu'il me fallait une confirmation positive aussi d'une bombe avant d'appeler l'équipe POD qui vient de désamorcer ça. Donc, j'ai continué ma search. J'ai continué. Il y avait quelque chose de planté dans le mur qui me fatiguait un peu. J'ai voulu le tasser avec un système de poulie qu'on a, dans le fond, puis j'ai réussi, mais elle n'a pas sorti de son axe. Ça, j'aimais pas ça. Parce qu'on a eu un décès aussi en mois de juin où est-ce que la personne en prenant la bombe, quand il a bougé, ça l'aurait explosé. J'avais peur de ça. Donc j'ai pris des briques pour me faire un petit mur en avant, juste pour en tout cas lever son nez. Puis là, j'étais plus lourd. J'ai passé dans un cadre de porte, c'est la 5e fois que je passais. Puis j'ai frappé un engin explosif. Là. Donc ça avertit pas vraiment. Il n'y a pas de coup de semonce à ça. Donc je comprenais rien, qu'est-ce qui se passait. C'est venu noir, ça a scellé, puis je me suis senti levé. Et là, vos gars sont dehors, puis ils voient ça? Oui, ils l'entendent. Ils n'ont pas de visuel sur moi, par contre. Mais ils entendent la détonation. Fait que là, moi, je réalise, quand j'étais dans les airs encore, on dirait que mon cerveau a tombé ralenti. J'essayais d'analyser ce qui se passait, parce que ça s'est passé trop vite, puis je comprenais rien. Fait que là, je me suis dit, crème, je viens de sauter. Je viens juste de sauter. Puis là, j'ai entendu ma tête fesser parce que j'étais à l'intérieur, une petite maison. Ma tête a tapé dans le plafond avec mon casque d'acier. Puis, un casque de Kevlar, pas d'acier. Puis là, j'ai entendu mon cou craquer. J'ai dit, bon, ben, je viens de me casser le cou aussi. Puis là, j'ai retombé dans le trou, sur mon dos. Là, la douleur, elle a embarqué. Initialement, je pensais que j'étais un homme-tronc, tellement que ça faisait mal. J'avais le bas du corps en feu. Les airs m'ont demandé, ils m'ont parlé, dans le fond, ma chaîne de commandement. Il disait, Echo 1-2 Charlie, la détonation qu'on a entendue, c'est-tu dû à vos procédures ou... J'ai voulu leur répondre, non, je viens de sauter, mais je n'étais pas capable. J'avais les poumons effoirés à cause de la pression. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand moi j'ai sauté, il y a eu 3 bombes qui ont sauté en même temps, à l'intérieur. Une en face de moi, après à 5 mètres, puis une dans le cadre de porte, derrière moi. Donc, c'était fait en série. C'était fait pour tuer, parce qu'il y en avait beaucoup, le plus possible. J'ai été extrêmement chanceux. La mienne a sauté partiellement. C'était deux mortiers 81 mm russes. Il y en a juste un qui a sauté. L'autre, il a noirci puis il a bossé. Il n'a pas explosé, ou sinon il me tuait. Donc c'est ça. Fait que là, je suis à terre. Je m'entends saigner. Je m'entends... Ma fémorale est coupée. À ce moment-là, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je sais, c'est que j'ai pas juste une cheville de virée. Ça fait trop mal. Puis je m'entends carrément me vider. Fait que je me suis dit, il faut que je me calme.
parce que je me vide. Fait que j'ai réussi à me calmer. J'ai réussi à reprendre le contrôle. J'avais peur des tas de choc aussi. Puis j'étais hanté, il faut le dire, par un gars qu'on a perdu 12 jours avant, Philippe Michaud, dans des circonstances, dans mes yeux à moi, qui étaient similaires, mais je n'étais pas là à son incident, mais lui, il a frappé aussi un engin explosif, puis il est décédé à Québec. Ils l'ont perdu à Québec. Puis moi, dans ma tête, c'était si je ne meurs pas ici, je peux mourir à Québec aussi. Fait que j'étais vraiment envahi par ce sentiment-là. J'avais très peur. Et là, est-ce Donc, notre mécanisme de survie s'en va un peu, puis là, est-ce qu'on pense à nos proches? Oui, bien, la première chose que je me rappelle avoir pensé, c'est je me suis dit ça, puis je me rappelle encore, c'est que je peux pas croire que ça va finir de même. T'sais, je peux pas croire que je vais mourir ici, loin de tous ceux que j'aime, puis je les verrai plus. Je peux pas croire à ça, c'est pas vrai. Fait qu'en tout cas, ça s'est passé bien vite, là, mais dans ma tête, on dirait que j'ai été 10 minutes. Là. En réalité, ça a pris peut-être 10 secondes avant que les gars commencent à crier mon nom. Donc, j'ai réussi à me calmer, j'ai réussi à respirer, à descendre mes battements cardiaques, parce que là, j'ai peur des tas de choc, comme je disais. Je voulais être en contrôle, fait que les gars ils commencent à crier mon nom. J'ai dit, ça y est, j'ai une chance. Je leur ai dit, faites bien qu'envoyer un gars ici, c'est piégé, c'est booby-trappé. Donc, il y a juste un gars qui est venu me traîner. Il m'a pogné par mon chest rig, puis il m'a traîné à terre, ça faisait atrocement mal. Quand je suis sorti dehors, j'ai regardé mes jambes, puis là, j'ai vu les dégâts qu'il y avait. Dans le fond, mon pied droit était parti, totalement. Il y avait juste mon tibia qui sortait peut-être sur 6 pouces. Puis le bout était éclaté, puis la chair était remontée, brûlée. Mes culottes étaient tout déchirées, pleines de sang à l'autre côté, mais je voyais mon tibia sortir de la jambe aussi. J'ai une grosse fracture ouverte de l'autre jambe, avec beaucoup de pertes de matière. J'avais un doigt pratiquement arraché, il pendait par la peau. Puis l'autre, il était très magané aussi, en très mauvais état. C'était pas mal ça comme blessure physique que j'ai eue. Par la suite, les jeunes de ma section sont arrivés autour de moi. Puis là, j'ai vu leur face, ils ont comme figé. T'sais, on ne s'attend pas à ça. On parlait de préparation tantôt. C'est le type de préparation qu'on peut malheureusement pas se préparer. Avoir un de nos amis dans cet état-là, ou encore pire, hein, de ramasser un de nos amis décédés, c'est sûr qu'il n'y a qu'une préparation possible. Donc, les gars, ils ont figé. Puis moi, j'avais peur parce que ma vie se reposait un peu sur eux autres. Donc, j'ai comme... c'est l'adrénaline qui a fait ça. J'ai comme tasqué les gars. J'ai dit, toi, puis toi, c'est Garot. Toi, tu vas me chercher un stretcher, une civière pour m'évacuer. Puis toi, tu vas linker up avec l'adjoint de peloton pour l'évacuation aéroportée, héliportée, dans le fond. Fait que là, à partir de là, les gars sont tombés sur la job, ça a super bien été. Ils m'ont confirmé rapidement que j'avais pas de saignement, j'avais plus de saignement. Ça m'a sauvé la vie, initialement, parce que j'ai perdu 2 litres de sang environ pendant l'incident, très rapidement. Donc, ils ont stabilisé mes saignements avec les garrots. Les gars m'ont évacué à la LZ, où est-ce que l'hélicoptère venait se poser pour me ramasser. Puis là, on est tombé sous contact. On a commencé à recevoir des tirs ennemis, du small arms dans le fond, des tirs de Kalachnikov sûrement, ou quoi que ce soit. Donc l'hélicoptère, on les entendait, mais ils ne pouvaient pas se poser au sol tant qu'il y avait un contact. Il a fallu briser le contact, chose qu'on a fait. Puis par la suite, les hélicoptères ont pu se poser. C'était quand même très émotif, parce que c'est ça, c'était mes amis, tu sais, puis là, ça pleurait, Ils réalisaient aussi, je pense, bien des choses. Puis moi, je leur disais, j'ai dit, vous autres, là, moi, je m'en vais, c'est fini pour moi, je m'en vais chez nous, là. Mais vous autres, ça continue, là, puis c'est vrai, là, ici, là. Vous restez à la tête ici, là, pensez plus à moi, là. On va recommencer, puis faites vos affaires. Puis vous, est-ce que vous êtes parti la tête avec votre tête et non, est-ce que vous êtes un peu resté là-bas? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, il y a plusieurs choses, puis pas juste une jambe qui est restée là-bas de moi, là, dans cette mission-là. Donc, c'est ça. Par la suite, les Américains sont venus me chercher. Puis, je me rappelle, dans l'hélicoptère, je me disais, là, on va voir si c'était un homme. Parce que là, ma vie vient de changer, puis je sais pas à quoi m'attendre encore à ce moment-là. Je sais pas ça implique quoi, tout ça, là. Je sais que je suis blessé sévèrement. Mais je me disais, on va voir si c'était un homme, parce que là, le vrai défi commence. Là. Le vrai défi de ta vie commence. J'étais conscient encore, là. Est-ce que vous aviez parlé avec votre conjointe jusqu'à présent? Non, pas encore.
Par la suite, ils m'ont évacué à CAF, qu'est-ce que je parlais tantôt, parce que l'hôpital, dans le fond, multinational était là. J'ai atterri là environ 45 minutes après mon incident. Puis là, vu mon état de conscience, ils m'ont demandé si je voulais appeler à la maison pour l'annoncer à ma conjointe. J'ai dit oui. Mais là-bas, c'est des téléphones satellites. Donc, j'ai eu le temps pas de m'astiner, parce que j'essayais de faire comprendre que je venais de sauter, qu'il me manquait une jambe. Puis là, elle pensait que c'était l'incident Sébastien Courcy de la veille, parce qu'à cause du décalage, eux, il y avait cette information-là. Puis je disais non, je viens de sauter. Il me manquait une jambe, puis la ligne a coupé. La ligne du téléphone satellite a coupé. Donc, avec le décalage, il est 9-10 heures le soir ici. Elle est seule. Les enfants sont couchés. Elle s'évanouit. Tu sais, c'était... Je sais que le protocole a été changé aussi. Ils n'ont plus fait ça dû à ça, genre, parce qu'il faut quasiment une équipe d'intervention déjà à Québec parce que ça peut être une crise aussi ici. Donc, puis là, je me suis rendu compte aussi que j'ai pas été tout seul qui a pris la bombe. Là, ma conjointe, elle a appelé ma mère en criant, en pleurant. Elle a de la misère à parler. Ma mère, au bout du fil, qui était à Drummondville, a dit quoi, c'est Étienne? Mon père, qui est cardiaque, a tombé à terre. Il y a eu un malaise, tu sais. Les beaux-parents, pareil, les beaux-parents, tu sais, ça a été des arrêts de travail, ça a été très difficile pour tout le monde. Puis c'est malheureusement le monde que j'aime qui souffre le plus de ça aussi. Puis ça, c'est encore à ce jour la partie la plus dure pour moi. Parlons-en justement du retour. Une fois que vous êtes de retour au Québec, que vous constatez à quel point vos blessures sont graves, qu'est-ce qu'on fait? Comment on doit l'accepter? Ouais, l'acceptation, c'est plus tard. Au début, moi, j'étais un enfant Jésus pour finir mes opérations. Donc, à ce moment-là, je suis passé en Allemagne avant, pendant l'évacuation. J'ai passé en Allemagne où est-ce qu'ils m'ont réamputé ma jambe droite parce que l'infection était prise. J'ai pogné une bactérie multirésistante aussi en Afghanistan, une bactérie qui est dans le sable. Donc, l'infection était prise, ils m'ont amputé mon autre doigt aussi. Fait qu'à ce moment-là, j'ai mon genou encore. Puis ma jambe, j'ai deux gros... dans le fond, c'est des fixateurs externes qu'ils ont mis pour mon tibia. Fait que je suis arrivé à Québec. Il faut juste dire aussi que ma famille est venue me rejoindre en Allemagne. Ma conjointe et mes parents sont venus me rejoindre en Allemagne. Et quand on voit, parce que quand on se prépare, j'imagine, où on voit de nos collègues être grièvement blessés, quand on fait venir la famille en Allemagne, est-ce que pour vous, c'est un signe que c'était très grave? Écoute, moi, j'étais content de les voir. Moi, j'ai eu peur de ne plus les revoir, pour vrai. Donc, non, je les attendais, mais encore là, c'est vague un peu pour moi parce que la médication était très forte à ce moment-là. Je sortais de table d'opération quotidiennement, pratiquement. Donc, je sais qu'ils étaient là, je me rappelle un peu, j'ai des flashbacks d'Allemagne, mais pas tant que ça. Donc, j'arrive à Québec. Ils ont terminé mes opérations à Québec. Mon doc que j'avais, mon ortho, m'a conseillé de remonter encore mon amputation, de désarticuler mon genou, parce qu'il disait que j'allais avoir de la misère à être appareillé. J'avais pas assez d'espace en bas. Puis il fallait aussi hypothéquer mon dos, parce qu'il fallait qu'il mette un genre de padding en dessous de ça, puis c'était une partie de mon dos, mon grand dorsal qu'il fallait prendre. Fait qu'il m'a suggéré de remonter, enlever ma rotule, enlever mon tibia au complet. Donc on appelle ça une désarticulation du genou. Puis il me montrait les types de prothèses sur YouTube que je pouvais avoir. J'ai dit, regarde, c'est ton show, là. Moi, je sais pas. Là. Si tu dis que ça va être mieux, on le fait. Là. Donc, il m'a embarqué sa table d'opération, il a désarticulé mon genou. Puis, on finit ma jambe gauche aussi. Ma jambe gauche, j'ai failli la perdre aussi au genou. C'était pas juste une fracture du tibia que j'avais. Il y avait beaucoup de pertes de chair, beaucoup de pertes musculaires, puis nerveuses aussi. Mes nerfs ont été tout arrachés, mon nerf tibial. Donc, j'avais un pied tombant. Mon pied bougeait gauche-droite, je poussais, mais il ne relevait plus. Il était comme paralysé par en bas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que pour le manque à gagner ici de matière qu'il y avait, ils ont pris une partie de mon soléaire, puis ils l'ont mis sur ma jambe. Puis toutes les greffes de peau que j'ai reçues, sur le côté de ma jambe, puis sur le soléaire, ça vient de ma cuisse droite ici. Fait qu'ils ont fini ma jambe comme ça. Ils ont mis un clou tibial aussi, donc ils ont ouvert mon genou. Puis ils ont passé par le dessus de mon tibia, ils l'ont comme drillé, là, où est la moelle, puis ils ont rentré une rod de fer. Puis ils l'ont fixé avec des vis pour la fracture. Parce que c'était pas une très belle fracture que j'avais, elle était
torsadé puis éclaté aussi, c'était pas une nouvelle fracture. Donc ça a été fini pour ma jambe gauche, les doigts étaient amputés, la jambe droite était réglée, les opérations étaient finies à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que, à partir de là, moi, mon doc, il me dit, tu sais, Étienne, faut pas que tu te fasses de peur. Il n'y a pas grand monde qui remarche après avoir des traumatismes comme ça. En réalité, il n'y a pas 5 du monde qui remarche. Hein. Puis moi, il ne savait pas, mais en me disant ça, il venait de me craquer. Là. Ah ouais, moi, je disais, moi, je cours à Noël. Là. Puis là, on était en août, début août. T'sais. Je dis à Noël, je cours. Ouais, il y en a vu d'autres passer. Hein. C'était ma mentalité que j'avais à cette époque-là. Puis, elle a été payante un certain temps. Mais tu sais, je me suis rendu compte, puis ça a été très douloureux. Tu sais, je me mettais des objectifs carrément irréalisables. Carrément irréalisable. Je ne savais pas à ce moment-là. Moi, dans ma tête, j'allais guérir, puis je partais, j'avais ma prothèse, puis c'était fini. Hein. C'était pas que ça, là. C'était pas mal plus complexe que ça. Premièrement, j'avais pas de mise en charge pour 5 mois de temps sur ma jambe gauche, dû au type de fracture que j'avais. Donc, j'ai fait 3 semaines vite à l'hôpital Enfant Jésus. Après ça, ils m'ont libéré, puis j'ai été 3 mois à l'interne au Centre de réadaptation de Québec, à l'IRDPQ. Où est-ce que là, j'ai eu des soins infirmiers, où est-ce que j'ai commencé ma physio. Là, on parle plus de la préparation à l'amputation pour avoir la prothèse. Donc, je mettais de la mise en charge sur l'amputation. On faisait des bandages serrés pour la rapetisser aussi. Des déplacements en fauteuil roulant, de mon lit au fauteuil. J'essayais de bouger un peu parce que j'avais pas de mise en charge encore sur ma jambe. C'était d'apprendre à vivre avec votre prothèse. Oui. Puis là, ça a été très difficile. Ça a été très difficile psychologiquement à cette époque-là. Parce qu'au début, tu sais, t'as 28 ans, là, j'étais en forme et tout, puis ça m'arrive, OK, je vais me relever de ça, j'ai cette mentalité-là. Puis à l'hôpital, tout le monde vient te voir. Tout le monde vient te voir, t'es rendu VIP, là. Ils font en ligne, puis général, puis ouais, par là. Puis toutes les... en tout cas, c'était spécial, puis moi, je lui montrais ça, quasiment rien, ils m'ont pas eu, il est pas bon. Puis... À un moment donné, ce monde-là reprennent leur vie. Puis là, t'as 28 ans, puis t'es tout seul le soir, tout défait dans ton lit, pas capable de bouger. La réalité te rattrape un peu. Puis tu te rends compte que tu vas partir de loin, plus loin que tu penses finalement, que c'est pas si drôle que ça, que c'est pas... Tu sais, puis ça, c'est ta réalité, là. Les autres sont repartis chez eux, puis c'est fini, là. Toi, tu restes avec ça. Puis tu sais pas en réalité où est-ce que ça va être. Je sais pas où est-ce que ça va finir, mon rétablissement. Je sais même pas, je vais remarcher, le doc l'a dit. Puis ça commence à trotter dans la tête. Puis moi, au début, je voulais pas de médication. Je voulais pas en parler. Non, j'avais pas de post-traumatisme. Fait que je voulais rien savoir de ça. Je vais faire ça en homme tout seul. Fait que ça a pris 3 mois. Puis ils m'ont ramassé la cuillère dans la chambre. Ça allait vraiment pas bien dans ma tête. J'étais en train de cracher bien raide. Fait que j'ai commencé à en parler à ce moment-là, avec la psychologue offerte par l'IRDPQ. Puis la réadaptation physique a pu commencer parce que là, je commençais à mettre de la charge sur ma jambe aussi. Donc ça a fait un peu boule de neige tout ça. J'ai commencé à prendre soin de moi dans la tête. J'ai commencé à me mettre debout, à marcher, à essayer. Donc à Noël, le premier Noël que j'ai fait, j'étais debout. J'avais des béquilles canadiennes, mais j'étais bien magané, mais j'étais debout. Donc 6 mois après, j'étais debout. Fait que moi, j'étais arrivé à une grosse famille. J'étais arrivé on soit des sols d'église pour recevoir tout le monde. J'étais content d'aller voir, moi, là, parce que j'ai failli plus les revoir. Puis c'était la première fois qu'elle allait me voir. Fait que je rentre dans l'église avec mes béquilles, puis je faisais de mon mieux, puis j'étais content. Puis la moitié de la famille est partie à broyer. Non pas parce qu'ils étaient contents, mais parce que je faisais pitié. Fait que je suis reparti de là encore plus down. Puis ça a été vraiment mon premier contact avec mon monde. C'est de même que ça a été fait. Je l'ai eu d'un dent, là. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Puis notre conjointe, à ce moment-là, est-ce qu'elle est assez impuissante ou... parce que j'imagine que de voir son conjoint être ici, comme on dit, là, toucher le bas, là, Ouais. toucher le fond du baril, est-ce qu'elle peut vous aider? Est-ce que vous lui laissez la chance de vous aider? Pas tant que ça. L'affaire, c'est que Julie, au début, elle a lâché son emploi pour être avec moi tout le temps à l'hôpital. Donc, je me levais le matin, elle était là, je me couchais le soir, elle était là, tout le temps. Puis vous aviez 2 enfants, là? On avait 2 enfants, donc les grands-parents ont fait le relais pour s'occuper des enfants pendant des moments durs comme ça. On a été très chanceux d'avoir du support à tous les niveaux. Donc, c'est ça, Julie, au début, elle voulait que je consulte, elle voulait... Puis il y a des matins que je disais, moi, je veux pas te voir. Je veux que tu partes, je veux être tout seul aujourd'hui. Moi, je viens que tirer les rideaux, débrancher le téléphone, puis être tout seul. Là, j'allais pas bien. Puis elle disait, pas question que je te laisse tout seul aujourd'hui. Elle s'est vraiment entêtée à rester avec moi, à tâter le pouls parce qu'elle savait que j'allais pas bien maintenant.
Fait que pendant que j'étais à terre, elle était forte. Puis à un moment donné, ça a fait un peu l'effet inverse. Je suis reparti avec des progrès au niveau de ma réadaptation et psychologique. Puis là, j'ai réintégré le domicile. Sauf que Julie, elle a commencé à piquer du nez parce que là, elle, c'était sa réalité aussi de vivre avec quelqu'un d'handicapé parce qu'à ce moment-là, je suis souvent en fauteuil roulant. Je suis explosif, là, j'ai le caractère extrêmement mouillant. Je tolère pas ma situation. Les enfants, ils ont 2 ans et 4 ans, ils sont très demandants, c'est pas de leur faute. Mais je ne suis pas en mesure, je n'ai pas la moitié de mes capacités là, pour gérer tout ça. Là. Donc l'adaptation était extrêmement difficile, le retour à domicile, oui. Puis maintenant, le Étienne Aubé, en 2017. Ouais, c'est une version 2.0. Là. Vous avez des projets, on est présentement au club de golf Le Grand Port-Neuf. Ouais. Pour vous me disiez que c'était votre havre de paix, votre exutoire. Ouais. C'est ce qui vous a sauvé la vie, le golf? Regardez, moi, dans ma thérapie, pas ma thérapie, bon, ouais, ça en a fait partie un peu aussi de ma thérapie de golf, mais la réadaptation, un de mes objectifs, c'était de rejouer au golf. J'ai fait environ 2 ans et demi de réadaptation, puis les derniers 6 mois, on les a passés vraiment sur le terrain de golf. Parce que c'est bénéfique avec la prothèse pour ce qui est des transferts de poids, toutes les slopes, toutes les côtes, les buts, le terrain accidenté. C'est très bénéfique, c'est complémentaire un peu à l'adaptation. Donc on a fini ça là-dessus, puis j'ai vraiment repogné la piqûre du golf. Je jouais avant, mais j'avais pas beaucoup de temps avec les enfants à bas âge, puis j'étais dans les forces, très impliqué dans les forces aussi. Donc j'aimais ça, mais j'avais pas vraiment le temps. Là, j'ai commencé à avoir le temps, puis j'ai commencé à jouer beaucoup. Fait que j'ai joué beaucoup, ouais. Et ici, vous êtes membre au club de golf Le Grand ouais. Port-Neuf. Vous jouez combien de parties par année? Par année, ici, l'été, je dois en jouer environ 80. Je vais en jouer une vingtaine ailleurs avec mes amis. Puis l'hiver, je fais des voyages de golf aussi. Et vous êtes impliqué aussi au niveau d'un organisme? Oui, bien dans le fond, c'est Soldats sans limite. Eux, ils m'ont intégré rapidement dans une vie active quand j'étais blessé initialement. Donc avec eux, j'ai fait, par exemple, j'ai fait un triathlon à San Antonio, au Texas, un mini-triathlon. Je suis allé faire du ski nautique, des sports aquatiques. J'ai fait du ski alpin. Ils m'ont emmené en Écosse jouer au golf 2 fois. Vraiment des belles expériences avec eux. Puis en plus, ils ont fait une équipe pour Team Canada, pour les Jeunes Victus qui s'en viennent en 2017 à Toronto. Donc je suis mentor de l'équipe de golf canadienne pour les Jeunes Victus en 2017. Fait que je pratique en masse. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Moi, ça a été une très belle expérience, honnêtement. Tu sais, à la fin, vu ma condition et psychologique et physique, j'ai eu beaucoup d'accros avec le système. J'acceptais vraiment pas d'avoir une position plus administrative. J'acceptais pas le fait d'être un peu mis de côté. Mais je voulais pas partir de là en claquant la porte. Parce que j'ai eu trop de belles années, j'ai trop aimé ça. Non, pour moi, ça a été un bagage exceptionnel. Ça a été une vie très demandante, par contre, au niveau familial aussi. Parce que ça, je m'en ai rendu compte après, en revenant à la maison, que je les avais négligés parce que je ne connaissais pas, mes enfants. Il a fallu que j'aurais appris à les reconnaître. Mais non, ça a été une très belle carrière, honnêtement. J'ai eu beaucoup de fun. J'ai rencontré des très bonnes personnes que je suis encore en contact avec. Et quels sont les projets pour Étienne Aubé pour les prochains mois, les prochaines années? Bon, regardez, là, je recommence l'université en septembre. Je vais faire 3 certificats, donc un bac multi pour travailler éventuellement avec des jeunes qui sont en difficulté, que ce soit comme intervenant ou quoi que ce soit. On verra où est-ce que ça mène. Il y a aussi les Jeunes Victus qui vont prendre beaucoup de mon temps cet été, donc c'est le golf. Je pratique beaucoup pour les Jeunes Victus, puis un chiot aussi à la maison qui est demandant, donc puis les enfants. Fait que la vie familiale là-dedans prend le temps que j'ai encore. Puis le reste, on laisse ça aller, puis ça va bien, j'ai confiance, de toute façon. Vous disiez que vous donniez certaines conférences? Oui. C'est souvent des classes. J'ai commencé ça avec ma conjointe qui est infirmière auxiliaire, fait son cours. Puis j'avais monté un PowerPoint avec mes photos de traumatismes, Puis rapidement, je me suis rendu compte que le monde avait des questions plus larges que juste les bobos. Il voulait savoir qu'est-ce que ça impliquait, mettons, au niveau familial. Il voulait savoir, moi, là-dedans, dans ma tête, dans mon cœur, comment ça va, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des présentations, des conférences à un public plus large. Autant les éducateurs spécialisés qui vont dealer avec des TCC, des syndromes de post-traumatisme souvent.
Puis là, c'est ça, j'ai beaucoup de temps avec eux, puis je me rends compte que le monde est curieux, puis que ça touche beaucoup de monde. Puis rapidement, c'est le fun parce que, mettons, je joue au golf ici avec des messieurs que je connais pas, puis je joue en short comme aujourd'hui, mais ça prend pas 2 trous qui veulent me demander, ils veulent savoir parce qu'ils sont curieux. Moi, je leur explique, j'ai pas de malaise à ça. Puis rapidement, ça s'ouvre à des discussions plus profondes un peu que le commun des mortels, tu sais, que tu vas parler du beau temps du Canadien. Rapidement, ils vont commencer à se livrer à moi comme de quoi eux autres aussi ont traversé quelque chose de dur, puis où leur enfant va pas bien, puis c'est le fun, c'est très bénéfique, je trouve, à certains points. Ouais. Et pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui justement traversent des moments difficiles ou des épreuves, Ouais. quel serait le message que vous voudriez leur adresser? Il peut être long, mon message, parce que des moments difficiles, j'en ai eu un puis un autre. Je me suis laissé aller pendant quelques mois, années aussi, soit en consommation ou quoi que ce soit, parce que premièrement, on va se le dire, j'ai refusé d'avoir un syndrome post-traumatique. Moi, jusqu'en 2013, donc 4 ans de temps, je me suis médicamenté par les substances parce que ma tête allait pas bien. Parce que j'étais extrêmement anxieux, j'étais hyper vigilant, j'avais des gros syndromes de post-traumatisme que je niais carrément. Donc, ma seule manière de fonctionner était de consommer. Je peux dire que pendant ces années-là, j'ai été une victime. J'étais la victime de ma blonde qui ne me comprenait pas. C'était de la faute à l'armée, c'était de la faute au gouvernement de nous avoir envoyés là-bas. C'était de la faute à mes chums qui ne me comprenaient pas. C'était de la faute de tout le monde sauf à moi. Quand je suis revenu sur la terre, quand j'ai décidé de me prendre en main et de demander de l'aide, ça, c'est la grosse affaire, demander de l'aide. Chose que j'ai appris à faire avec le temps aussi. Je me suis rendu compte que j'étais dans le champ pas à peu près, premièrement. Que c'était la faute à personne sauf à moi. L'état que j'étais rendu à la fin, c'était carrément... C'était un suicide de l'âge que je faisais. J'avais lâché prise. Je me battais plus. Là. J'avais abandonné, puis j'étais rendu une victime. Puis ça, ça a été la pire chose que j'ai faite. Quand j'ai demandé de l'aide, puis j'ai commencé à travailler sur moi, puis là, on a ciblé le post-traumatique. Tu as dit, OK, c'est correct, là. Tu as tout fait ça, mais c'est pas pour rien que tu as fait ça. T'sais. Ça t'a amené à aujourd'hui dire, avouer que tu as un post-traumatisme. Donc, j'ai commencé à consulter. J'ai fait 2 ans de consultation externe pour me désensibiliser au niveau de l'hypervigilance, des flashbacks, des cauchemars. Puis à ce jour, j'en ai pas. J'en ai plus. Je peux même dire que j'ai plus de syndrome post-traumatique. J'ai plus de... À moins que je sois vulnérable, que je sois très fatigué, je n'irai pas m'exposer à une grosse foule. C'est pas mal la seule chose qui reste. Ça, puis les ballons. Les ballons, j'aime pas bien ça, là, mais... Parce que ça fait le même bruit quand ça a sauté. Mais c'est ça. Donc, j'ai demandé de l'aide. J'ai eu de l'aide. Je me suis permis d'être aidé. J'ai beaucoup cheminé là-dedans. Récemment encore, j'ai redemandé de l'aide pour faire sûr, pour me rendre ailleurs dans mon cheminement, dans ma progression. Puis ça m'a amené ailleurs, effectivement. Donc, les bouts durs, c'est très facile. C'est trop facile de s'isoler, puis donner de signes de vie à personne, puis nous laisser aller. Ça, c'est l'option facile. Mais en même temps, c'est l'option de l'abandon. Ça veut dire que là, tu te bats plus. Là, tu as fini. Puis c'est un peu leur donner la victoire aux insurgés, dans mon cas, tu sais. De faire ça, c'est un peu leur donner la victoire. Ils ont raison, ils m'ont eu. Mais non, pas aujourd'hui. Puis aujourd'hui, là. Aujourd'hui, c'est une autre journée. Puis à tous les jours que je me lève, c'est d'autres journées. Puis je suis content. Puis je profite beaucoup. Beaucoup. Parce que j'ai eu peur de mourir, honnêtement. À un certain moment, quand j'étais couché dans mon trou en Afghanistan, j'étais persuadé que je mourrais. J'ai eu très peur. Fait que de revoir mes amis, de pouvoir voir grandir mes enfants, de passer des petits moments avec eux autres, j'essaie d'être plus grondé à ça, puis de profiter de cette vie-là que j'ai mis un peu de côté, même avant. Jusqu'à 28 ans, là, quand j'étais dans les forces opérationnelles, j'étais un peu invincible dans ma tête. Hein? Puis j'étais très superficiel, je me rends compte, comme personne. Puis oui, j'avais des enfants, mais je me rends compte que je ne connaissais pas mes enfants. J'étais avec eux autres, mais je n'étais pas totalement là, comparé à cette heure. Je suis rendu une version améliorée, pour de vrai, moi, je trouve, de la personne que j'étais. Donc, vous êtes vraiment vivons le moment présent. Ouais, là, je suis dedans. Ouais, là, je suis dedans présentement, ouais. Étienne Aubé, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir raconté cette entrevue. Plaisir. Je m'entretiens avec M. Jacques-Denis Simard, président fondateur et directeur général de la maison La Vigile. Monsieur Simard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Mme Bélanger. Monsieur Simard, d'abord, quelle est la mission de la maison La Vigile? C'est une mission particulière qui a pris sa source en 1990, je dirais. À l'époque, j'étais policier à la Sûreté du Québec et j'exerçais le travail d'intervenant et responsable du programme d'aide au personnel de la Sûreté du Québec pour l'Est du Québec comme territoire.
Puis, dans ces 5 ans où j'ai exercé le travail d'intervenant, où j'étais dégagé de mes fonctions policières pour exercer ce travail particulier, j'ai eu tellement de cas de détresse à gérer, la soir, la nuit, la fin de semaine, que je me disais, je savais que j'allais quitter en 1983 parce que le programme a été annoncé comme que ce serait une firme privée qui donnerait les services. Donc, je me disais, maintenant, avec cette connaissance que j'ai de la détresse, je ne peux pas prendre une retraite personnelle sans savoir qu'il n'y a rien qui a été fait pour aider des collègues dans le besoin. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue du fait que la détresse suicidaire m'a toujours m'a toujours touché. Je me disais, il faut faire de quoi pour nos membres. Au début, ma vision était policière, parce que j'étais policier. Et j'avais aussi des membres de famille. Mais ensuite, ça s'est élargi aux autres porteurs d'uniformes. Okay. À mesure que j'avançais dans le projet, les autres porteurs d'uniformes manifestaient leur désir aussi de faire partie de ce projet-là. C'est comme ça qu'on a englobé tous les porteurs d'uniformes. Donc, les policiers, les paramédics, les pompiers, les agents de la paix, les militaires, anciens combattants, etc., 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 et les membres de leur famille. Parce que l'approche est systémique. C'est une approche qui est globale. Donc, nous, on dit que si il se produit un événement dans le cadre du travail, c'est sûr que ça va exercer un impact au niveau de la famille. Et inversement, la même chose. Si il y a une procédure de divorce en cours, ou si j'ai un enfant qui est malade, ou bien j'ai un deuil à vivre dans la famille, ça va affecter mon travail. Absolument. Donc, c'est pour ça qu'on a une approche qui est globale, puis on offre ces services-là à tous les porteurs d'uniformes et les membres de la famille. Parlons-en des services. Concrètement, quels sont les services que vous offrez? En fait, la Vigile, c'est 4 divisions. La première division, qui est la maison de thérapie, qui est située à Beauport. La maison offre 6 services de thérapie différents. On a des programmes longs comme des programmes courts. Les programmes longs sont la dépendance, 30 jours. C'est un programme spécifique sur la dépendance. On a un programme sur la dépression et on est les seuls dans la région qui offrent ce service-là. Et c'est le programme qui est le plus utilisé. Donc, 56 de la clientèle viennent pour le programme dépression. Ça provient dans toutes les régions du Québec. Donc, ces 2 programmes-là, c'est des programmes longs qui offrent des services particuliers. On a aussi le service de répit. Le service de répit, son mandat, sa mission, dans le fond, c'est de permettre aux personnes de venir souffler chez nous, dans un encadrement spécifique, avec du personnel compétent, avec un service médical complet, pour permettre à ces personnes-là de pouvoir se déposer, se dégager de ce qu'ils vivent, être capable d'avoir un suivi, d'être aidé dans ce qu'ils vivent, être capable de comprendre aussi les situations, parce que des fois, quand on est face aux problèmes, on n'a pas toujours les solutions. Fait que quand on a du personnel qui est compétent puis qui est capable de répondre à ces besoins-là, bien, le service de répit, ça peut être quelques jours, comme ça peut être quelques mois. On a eu des anciens combattants qui sont venus chez nous, ils ne mangeaient plus, ils ne se lavaient plus, puis ils ne dormaient plus. Notre mission de base, c'était de le rétablir au plan physiologique et mental. Donc, de le mettre en réinsertion au niveau du groupe pour se socialiser avec les autres, de venir manger 3 fois par jour, de dormir la nuit, puis de le réinsérer dans sa famille tranquillement, à mesure. Donc, puis on a réussi cette mission-là au bout de 4 mois et demi. Mais c'est voyez un peu où nous, on n'a pas de limite qu'à l'aide qu'on veut apporter à nos gens. Tant que la personne n'est pas complètement réhabilitée, vous ne la laissez pas partir. C'est ça. Il faut que ça soit, puis on mesure aussi le besoin. Ça se peut arriver que le besoin, on va demander à un des résidents qui sont chez nous, bon, vendredi, toi, tu vas retourner chez toi, mais tu as des exercices à faire pour éprouver la thérapie que tu as eue, les acquis que tu as eus, pour être capable de l'exercer. Puis ensuite, quand tu reviens, on regarde comment ça s'est passé. Donc, le but, c'est ça. Puis une fois qu'ils ont quitté la maison définitivement,
on leur offre toujours un service de consultation en externe. Peu importe la région où ils sont. Parce qu'on a des consultants qui travaillent pour la vigile dans toutes les régions du Québec. Je vais vous expliquer dans la deuxième division. Mais en première division, on a ça. Donc, on a aussi des programmes courts. On a un service de programme de gestion des traumas qui dure 14 jours. On a un programme de gestion de l'anxiété qui dure 14 jours. On a un programme de gestion de la colère qui dure 8 jours. Et ça, c'est toujours des programmes qui s'adressent autant, par exemple, aux vétérans, aux militaires ou à leurs proches, leurs familles. Tout à fait. Et je dirais aussi aux citoyens en général. Sauf que la différence, c'est qu'on ne prend pas de personnes qui sont criminalisées. D'accord, je comprends. Avec raison aussi. Oui, pour permettre d'être à l'aise pour tout le monde. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que je suis contre ça. Il y a des maisons de thérapie qui offrent ces services-là, puis je suis bien content qu'il y en ait, puis qu'ils puissent les utiliser. Bien, pour moi, c'est tout à fait correct. Exactement. Mais dans notre mission, qui est particulière, bien, on veut préserver, puis on veut être capable de donner des services de façon pointue. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné cette marge de manœuvre-là. Et dans la deuxième division, on appelle ça le PAPV, Programme d'aide aux personnes vigiles. Ça veut dire que les personnes qui exercent un travail de vigilance dans leurs fonctions. Donc, que ce soit militaire, que ce soit un ancien combattant, que ce soit un policier, un agent de la paix, un infirmier, un professionnel de la santé, ils ont un travail de vigilance par rapport à la population qu'ils desservent. Donc, c'est pour ça que le nom de la vigile, notre mission, c'est de répondre, d'exercer une vigilance sur la santé de ces gens-là, pour les ramener au travail plus rapidement et en meilleure santé. C'est vraiment le but ultime de la vigile. C'est pour ça que ça s'appelle la vigile. Donc, dans la deuxième division, on a des contrats de service avec le syndicat de la Sûreté du Québec. C'est des programmes qui sont syndicaux. C'est des programmes qui sont plus complets que les programmes patronaux. Parce que les programmes patronaux sont limités à 5, 6 ou 7 entrevues dans l'année. Alors que nous, on n'est pas limité à ça. Nous, on va à la résolution des problèmes. Et les syndicats se sont engagés à aller jusqu'au bout là-dedans. Donc, nous, on a des contrats avec l'APPQ, qui est le syndicat de la Sûreté du Québec. On a un contrat avec la Fédération de santé et services sociaux, CSN, pour les paramédics. On a un contrat avec la MRC des collines de l'Outaouais. À leur demande, c'est un programme d'aide employeur qui est un nouveau modèle qui vient d'être créé à leur demande à eux. Parce que le programme d'aide qu'ils avaient ne répondait pas aux besoins des policiers, policières. Donc, vous avez monté un programme spécifiquement On a monté un programme spécifique avec des personnes psychologiques très compétentes qui sont les meilleures dans l'exercice de leur fonction et qui offrent des services pointus aux personnes qui sont d'ordre policier ou policière dans l'exercice de leur fonction, au niveau des traumas, au niveau de toute la culture, tout ce qu'ils ont à vivre comme dangerosité, le port de l'arme, ainsi de suite, pour être capable de s'ajuster parce que pour que le policier, quand il arrive devant le consultant, il puisse être tout à fait à l'aise de compter ces choses puis d'être compris dans ce qu'il vit. C'est un peu le processus qu'on a mis en marche. Donc, ça, c'est une division qui est en pleine expansion actuellement. On a beaucoup d'autres organisations qui sont intéressées à faire affaire avec nous dans ce volet-là. On a aussi une troisième division qui s'appelle la formation. On donne la formation. On est des experts dans la formation des personnes qui portent une uniforme. On a formé tous les policiers, tous les policiers, mais on a formé 10 policiers de la ville de Lévis comme père aidant, comme sentinelles, pour les aider à détecter ceux qui sont en détresse, être capable d'être reconnus par leur père, puis dire, OK, lui, je peux y faire confiance, puis si j'ai un problème, je vais pouvoir aller le voir. La mission du père aidant, c'est de permettre à la personne de verbaliser son émotion, puis ensuite l'orienter vers une ressource. Et souvent, corrigez-moi si je me trompe, mais les gens qui vivent une problématique ou ont un certain besoin en matière de soit santé mentale ou d'aide psychologique vont être portés à plus se confier à quelqu'un qui l'a déjà vécu ou encore qui travaillent, qui sont dans le même milieu qu'eux. Exact, là. tout à fait, oui. C'est pour ça qu'on appelle ça les pères aidants. On a formé aussi, dans ce volet-là, tous les pompiers de la ville de Lévis, au niveau comme premier répondant.
pour les aider à mieux réagir lorsqu'ils se présentent sur une tragédie, où il y avait à composer avec les familles des victimes qui, puis là, ils ne savaient pas trop comment garder leur espace vital pour faire leur travail. Donc, on a dégagé, on a préparé une formation de 4 heures qu'on a donnée à tous les pompiers de la ville de Lévis. Ça s'est transféré ensuite à la demande des pompiers de Kings Falls. Ça s'est transporté aussi aux pompiers de Saint-Germain-Grand-Anne. Puis ça aussi, c'est une division qui est en pleine expansion. On a formé au mois de mars dernier les équipes de reportage de Radio-Canada Québec pour les habiliter à mieux, je dirais, quand ils se présentent sur des lieux de reportage, de mesurer le risque. Parce que souvent, ils se mettent trop en danger. Ouais. Et d'être capable de mesurer le risque puis de garder une zone de protection. Parce que on le voit sur le web, on le voit à la télévision, lorsqu'il y a des actes de terrorisme ils sont tellement proches de l'événement qu'ils peuvent se mettre en danger. Donc, tout à fait. Puis on a un journaliste français qui est décédé dernièrement. Alors, je pense que là, on a fait une formation pour eux et que ça a duré 6 jours pour cette formation-là. Donc, c'est une division aussi qui est en pleine expansion. Prenons une 4e division, qui est une division recherche et développement. Dans cette division-là, on est en contact, en relation avec l'Université Laval et l'Université du Québec à Rimouski et de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a eu un sondage qui a été fait, une étude, une recherche qui a été faite au niveau des porteurs d'uniformes policiers, particulièrement dans notre maison, la clientèle, pour répondre à un sondage, pour détecter la faisabilité de nos services, mais je dirais la gestion de nos services, mais en même temps la satisfaction de nos services vis-à-vis de cette clientèle-là. Et on a eu les résultats hier. Donc, et on a aussi en contact avec ces universités-là pour recevoir des stagiaires qui viennent parfaire leurs études dans la maison et puis ça nous rend service énormément parce que ces gens-là nous appuient dans notre mission, mais en même temps, ça amène une connotation, je dirais, une connaissance du milieu des uniformes qui vont le servir dans leur carrière éventuellement. Tout à fait. Et ça, c'est le premier volet de la division recherche et développement. Puis dans le deuxième volet, on est en train de préparer un congrès international en collaboration avec l'École nationale de police de Nicolet, qui aura lieu le 13-14 septembre 2018 à Nicolet. C'est un congrès francophone qui va porter sur les enjeux de santé pour les porteurs d'uniformes en 2018, compte tenu de tous les contextes, notamment le contexte du terrorisme et tout le niveau d'anxiété qui est généré par ces contextes-là. Et auprès des militaires, est-ce que vous avez une certaine formation où vous êtes présent, par exemple, lorsqu'ils vont quitter ou se préparent pour aller en mission? Non, on n'est pas utilisé, on n'a pas de demande de service pour les préparer à la mission. Je pense qu'ils ont déjà ce qu'il faut dans ce cadre-là pour exercer cette préparation-là. Nous, on est plus en niveau curatif. Donc, dans le sens que quand ils reviennent de mission, ils sont affectés par la mission, ils ont besoin de répit, ont besoin d'une thérapie particulière ou, il y a de la comorbidité, nous, on est spécialisés là-dedans, donc ils peuvent venir chez nous et l'encadrement qu'on leur offre est bénéfique pour ça. Et s'il y a des vétérans qui nous écoutent, comment ça fonctionne s'ils veulent avoir accès à vos services? Le meilleur moyen, c'est le téléphone. On a un numéro qui est connu dans toute la province du Québec, qui est sur notre site Web. C'est le 1-888-315-0007. C'est un numéro à lequel on peut rejoindre un intervenant 24 heures sur 24. On a besoin de parler à quelqu'un. Il y a toujours un intervenant à la vigile qui est en devoir, qui peut répondre au téléphone, puis qui peut contenir une crise, peut comprendre la détresse, puis être capable de répondre à ces gens-là. Ça, c'est un numéro qui est connu dans toute la province. Aussi, on peut appeler directement à la vigile notre service médical. Vraiment, la porte d'entrée, c'est le service médical. Le service médical, ils vont recevoir les appels de jour et le soir, on a quelqu'un de soir aussi, pour être capable de répondre aux demandes d'information.
On va donner les paramètres pour lesquels on a besoin pour que l'ancien combattant, les vétérans, a besoin de venir à la maison. Bien, il y a certaines démarches à faire pour être capable de répondre à son besoin. Ça, c'est vraiment... Il y a une évaluation qui est faite par le médical en partant, par téléphone, pour permettre à la personne de bien comprendre dans l'engagement dans lequel il s'en vient. Absolument. Oui, puis il y a aussi l'encadrement qui est offert, puis on explique tout ce qu'on fait dans la maison. Donc, puis je peux l'expliquer brièvement, c'est que pour permettre aux personnes de vraiment comprendre qu'on n'est pas un hôpital psychiatrique. On ne rentre pas chez nous. Il y a des gens qui pensaient qu'ils arrivaient chez nous puis on leur mettait une jaquette. Non, on ne fait pas ça. Notre mission, c'est d'être capable de répondre aux questions que les gens se posent puis qui n'ont pas de réponse. Parce que tous les programmes, tous les ateliers, les programmes ont été montés, structurés pour rejoindre le profil de personnalité des porteurs d'uniforme, pour que ça fasse du sens pour les autres, pour qu'ils disent « OK, je comprends pourquoi j'ai telle pensée négative. OK, je comprends pourquoi j'ai réagi de telle façon. » Puis une fois qu'ils ont compris ça dans les enseignements qu'on donne, en entrevue individuelle, avec toute confidentialité, puis avec profondeur, l'intervenant ou l'intervenante va agir et travailler avec la personne. Et naturellement, la personne doit accepter votre modèle de formation, votre modèle d'accompagnement. Oui, mais ce que je dirais qui est le plus... je dirais qu'il y a un apport qu'on n'avait pas pensé, puis qui s'est installé de façon naturelle, c'est ce qu'on appelle le groupe thérapeute. Le groupe thérapeute, on est une moyenne d'environ 12-13 dans la maison, qui proviennent de différents milieux, des policiers, des militaires, des anciens combattants, des paramédics, des infirmiers. Puis la cohésion, le respect entre les personnes est tellement important qu'ils s'apportent mutuellement dans les expériences qui s'échangent par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie professionnelle. Bien, c'est extrêmement bénéfique. Chaque personne du groupe bénéficie de la part du groupe thérapeute. Et ils participent en même temps. Et ça, c'est extrêmement puissant pour nous dans le processus thérapeutique qu'on a mis en marche. Je voyais sur votre site Internet qu'il y a 58 de votre clientèle qui sont des hommes, dans le fond, oui. 58 Comment trouvez-vous le pourcentage par rapport aux femmes? Est-ce que c'est normal parce qu'il y a plus d'hommes qui portent l'uniforme? Oui, tout à fait. Dans toute catégorie d'emploi qui est porteur d'uniforme, il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, la proportion est on la voit très bien chez nous. On a 11 chambres pour gars au troisième étage, puis on a 5 chambres pour femmes. Les chambres pour femmes sont occupées de façon générale à 80 tout le temps. Je dirais que les femmes ont plus de facilité à demander de l'aide. Mais justement, parlons de l'aide qu'on doit demander. Nos vétérans qui nous écoutent présentement et qui ont besoin, qui sont suivis, par exemple, par les anciens combattants, qui ont ce qu'on appelle pas un chargé de projet, mais un gestionnaire de cas. C'est quoi la démarche? Est-ce qu'ils passent directement par vous ou c'est par leur gestionnaire de cas? Il faut absolument. Au début, nous, on avait mal compris cette démarchage-là. On accueillait les gens. Ensuite, on appelait les gestionnaires de cas. Ils ont dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'ils doivent être diagnostiqués. Il faut que le diagnostic soit établi, d'abord. 2, il faut que le gestionnaire de cas soit saisi de la question pour autoriser les frais. Et ensuite, c'est le gestionnaire de cas qui nous appelle pour demander les services de la vigile. C'est lui qui choisit. Ça peut être nous, comme ça peut être une autre maison de thérapie. C'est eux qui choisissent. Donc, c'est compte tenu du diagnostic, compte tenu du besoin, compte tenu de la démarche qui est offerte par la maison de thérapie. Donc, ils vont choisir l'une ou l'autre. D'accord. Et comment on finance un tel organisme? Bon, écoutez, nous, on n'est pas subventionné par le gouvernement. Je dirais qu'on a une petite subvention de 12 000 par année, mais dans le fond, c'est très peu, c'est très minime. On accumule les déficits. L'année 2017, on pense être capable de faire, de boucler notre budget. On a un budget quand même de 1,3 million, parce que là, le gros des frais sont
pour les salaires des consultants qui sont dans la maison. Tout à fait. Parce qu'on veut offrir le meilleur aux personnes qui viennent chez nous. Donc, les gens, je les paye bien parce que je veux les garder longtemps. Puis je veux qu'ils sont efficients, puis ils travaillent bien. Donc, je veux les payer, bien les payer, de façon honorable. Puis c'est une question de justice et d'équité aussi, de pouvoir permettre à ces gens-là de pouvoir exercer leur travail, leur fonction, pour permettre aux personnes qui viennent chez nous d'avoir le meilleur service possible. Donc, on a besoin on a des activités bénéfices, on a des concerts, on a actuellement un tournoi de golf au Club Castor de Val-Bélair, de la base militaire de Valcartier, le 1er septembre. On peut s'inscrire en téléphonant à la vigile ou en visitant notre site web. On peut avoir accès via l'inscription ou à appeler Éric Pagé à eric.page@lavigile.qc.ca pour pouvoir avoir accès à la fiche d'inscription. Et c'est un tournoi qui apporte des bénéfices à Vigile, qui nous permet de boucler nos budgets. Si on n'avait pas ça, on serait toujours en déficit. Et c'est sûr que si on était subventionné, ça permettrait de développer encore plus de services. Et c'est le but. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'arriver, de permettre à notre personnel et de permettre aux personnes qui nous font confiance d'avoir accès aux meilleurs services possibles. C'est vraiment le but ultime, de permettre aux personnes de retourner au travail plus rapidement puis en meilleure santé. À exercer à nouveau leur passion. Si on choisit cette fonction-là, si on choisit cette profession-là, c'est parce qu'il y a quelque chose dans eux autres qui les a poussés là. Moi, j'appelle ça une vocation de porter l'uniforme. Donc, si on les ramène dans cette vocation-là en meilleure santé, bien, tant mieux. Puis, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Oui, en fait, on a besoin de bénévoles pour faire du transport des personnes parce que nous, chez nous, quand on a besoin d'avoir quelqu'un qui a besoin d'aller rencontrer le médecin, soit à l'hôpital, soit il y a un rendez-vous médical qui était déjà établi avant d'arriver, bien, on a besoin de chauffeurs qui prennent la personne, qui demeurent avec pendant le temps qu'ils sont en consultation et les ramènent dans la maison. Donc, on a une responsabilité là-dessus, c'est très important. D'autre part, on a besoin aussi, au niveau de la cuisine, pour aider les cuisiniers dans les tâches de la cuisine, pour aider à faire à manger, faire des galettes, et ainsi de suite. Puis, on a besoin aussi des gens qui viennent le soir, simplement venir offrir leur temps pour être en contact avec les gens qui sont là, jouer aux cartes avec eux autres, jaser, aller fumer une cigarette avec eux autres. Simplement, comme ça, pour être présent. Une présence signifiante parce que quand tu as porté un uniforme puis que tu veux donner au suivant, tu as bénéficié du service de la maison, puis que tu veux donner au suivant, bien, de fait, de venir passer quelques heures avec nos gens, bien, ça permet de donner au suivant, justement. Et c'est justement là, ces gens qui reviennent pour aider parce qu'ils sont passés à la maison, la vigile. Quel est le pourcentage de réussite des gens qui entrent pour un programme? C'est difficile de dire un pourcentage de réussite parce que souvent, comme en termes de dépression, entre autres, c'est pas vrai qu'en 30 jours, on règle tout. Par contre, on a beaucoup de gens qui viennent pour un problème, ils ont tellement d'anxiété que ça les amène dans un état de dépression. Nous, on voit les signes, on voit les symptômes, on voit les indices, puis on le sait, on le voit, qu'il y a des situations qui sont reliées à des post-traumas qui ont été banalisées. On les fait évaluer pour être sûr que le diagnostic va se confirmer. Une fois que le diagnostic est confirmé, là, on change l'approche. Là, on va travailler sur les vraies affaires. C'est le but. C'est comme ça qu'on travaille dans notre milieu. Notre thérapie est vraiment ajustée aux besoins du client. Il y en a qui sont venus chez nous, on fait des coming out, qui ont dit « Moi, j'ai été abusé sexuellement quand j'étais petit. » Puis là, bien, c'est la première fois qu'ils en parlaient. Puis là, on était capable, OK, maintenant, on va te faire rencontrer une sexologue de réputation, puis on va permettre d'avoir une bonne évaluation de ta situation, puis on va permettre ensuite, on va travailler là-dessus avec toi. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. En terminant, M. Simard, si vous aviez un message à lancer à nos vétérans, à nos militaires qui nous écoutent en ce moment, ça serait lequel?
On a un slogan, d'autres à la Vigile, qui dit « Vous n'êtes pas seul ». Nous autres, on le dit parce que c'est dans notre... C'est un slogan, c'est pas un slogan publicitaire, c'est un slogan d'animation. C'est un slogan qui permet aux personnes de comprendre que vraiment, ils ne sont pas seuls et que si vous vivez une détresse, si vous vivez une situation qui est problématique, que vous avez peur d'en parler, bien, vous sachez qu'à la Vigile, vous aurez toujours accès à quelqu'un qui vous comprend. Monsieur Simard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mme Bélanger. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.